Donc vous avez devant vous un juriste et un historien, et c'est le juriste qui commence. C'est parti. Alors, voilà, le thème nous est quasiment imposé par le ministère du gouvernement, plusieurs ministères du gouvernement français qui ont mis à l'ordre du jour la lutte contre le complotisme et le conspirationnisme. Ils ont d'ailleurs élaboré pour ça toute une documentation, ils ont invité les gens à réfléchir sur ces questions, donc nous répondons à cette invitation avec plaisir. Et nous voyons, alors peut-être vous la connaissez, on va pas partir sur des images, mais il existe, vous le retrouverez sur le site On te manipule. C'est eux qui le disent, qu'ils vous manipulent. Et ils ont élaboré une procédure qui s'appelle le détecteur de théorie du complot. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez pas. Bon, alors je pars de ça. Alors, en fait, si on analyse, c'est une procédure avec des questions, oui, non, oui, non. Bon, si on analyse la procédure, alors, ça part sur des questions de preuves. Alors, il faut des preuves irréfutables de l'existence du complot. C'est ce qu'ils exigent. Ils exigent pas ça pour tous les complots. On le verra plus tard. Mais pour celui, je ne sais pas lequel ils visent, il est demandé des preuves irréfutables. Si on a je vous donne tout de suite le point d'arrivée. À la fin, lorsque vous êtes sûr, au terme de la procédure, d'être devant une théorie du complot, voilà ce qu'on vous conseille. C'est de vous reporter aux travaux des journalistes. Bon. Alors. Bon. On n'avait pas prévu que ça ferait autant rire. On s'était dit, Laurent m'avait dit, essaie de les faire rire. Je suis pas sûr d'y arriver forcément. Mais là, franchement, c'est même pas moi qui vous fait rire, c'est eux. Mais je crois que c'est un peu le but aussi, parce que ça s'adresse à la jeunesse. Ça s'adresse à des gens qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Bon. Alors, ils lui disent, d'ailleurs, c'est tutoyé. Ah non, reportez-vous. Bon, alors, quelles sont les différentes étapes? Donc, à part la preuve irréfutable, c'est très intéressant à analyser, parce qu'en fait, on a essentiellement 3 niveaux qui peuvent permettre de dire indiscutablement que c'est une théorie du complot. Donc ça sera même pas la peine d'aller plus loin. 1. C'est les phénomènes surnaturels ou paranormaux, dans lesquels ils mettent les ovnis et les formes de vie extraterrestres, premièrement. Deuxièmement, l'action d'une société secrète dont l'existence n'est actuellement pas prouvée. Alors elle pourrait... ça c'est le deuxième point. Bon, déjà, ça fait beaucoup de complotistes, je pense. Mais surtout, le troisième est intéressant, c'est une conspiration mondiale impliquant l'intégralité des membres d'une communauté religieuse. Ou nationale. Bon. Alors, moi, je vais pas rester 1 heure sur cette fiche, je vais décrypter très vite. Quand on dit complotisme, en fait, là, on voit bien avec ce troisième point que ce qui est visé, c'est l'antisémitisme, Bon, n'y allons pas par 4 chemins. Et puis, il y a un critère qui est intéressant, c'est le détecteur il suffit que la conspiration remonte à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Alors, ils disent pas plusieurs millénaires, mais c'est pour eux, parce que moi, je peux croire, par exemple, à quelque chose qui dure. D'ailleurs, je vais vous le démontrer. Enfin, je vais essayer de le faire avec des preuves réfutables. Ça dure depuis des millénaires, à mon avis. Mais alors pour eux, non. Alors là, moi, je suis hors limite, les millénaires. Et puis, après, il y a un petit peu d'intelligence quand même. Est-ce que pour vous, c'est vraisemblable et cohérent, plus efficace qu'une autre explication? Bon, ça, c'est le critère habituel quand on analyse une théorie scientifique. Et puis, y a-t-il des sources d'informations qui sont réputées sérieuses, etc. Bon, voilà la chose. Bon, on pourrait aussi rentrer dans... Je vous invite à le faire, à rentrer dans l'analyse de certains discours qui ont été tenus, notamment par le ministre de l'Éducation nationale. Il y a plusieurs pages comme ça. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense directement. Il s'agit simplement
de discréditer, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, toute critique de... Alors, je suis déjà complotiste en parlant de... J'ai pas le mot. J'allais dire de propagande, parce que pour moi, il y a une propagande. Bon. Disons le discours mainstream, ça c'est plus soft. Bon. Toute critique, en somme, de ce qui se dit sur les radios ou dans la presse, toute la presse, hein, tout ce qui se dit, si vous le critiquez, si vous commencez à dire qu'il y a du mensonge, où on nous cache certaines choses, où on nous dit pas tout, ou alors on nous le dit sous un certain angle, on va dire, mais alors vous supposez que les gens se mettent d'accord pour penser... Ben voilà, vous êtes complotiste, hein, c'est fini. Hein. Puis si en plus, un pas de plus, vous essayez de dire qu'il y a peut-être quelque chose comme une sorte de communauté qui peut-être... Bon, alors non, là, votre affaire est faite. Donc, la perspective, elle est claire. Il s'agit de mettre en accusation toute entreprise, qu'elle soit d'ailleurs éditoriale. Il ne faut pas avoir peur d'aller droit au but. Contre-culture, qui a été fondée par Alain Soral, est directement visée. Quand on dit les complotistes, les sites complotistes, on désigne évidemment, bon, il y a Panamza, mais il y a le site d'égalité et réconciliation qui est visé. Donc il s'agit de dire à l'opinion publique, et en particulier à la jeunesse, qui est séduite par des sites internet comme celui d'égalité et réconciliation, de dire c'est du complotisme, c'est-à-dire ça vous renvoie dans une sorte d'amalgame généralisé avec des tas de croyances dont certains parmi vous aujourd'hui sont des partisans. Hein. Je vais revenir sur cette question aussi. Il faut respecter toutes les recherches. La Terre creuse, la Terre plate, la Terre ronde, pourquoi pas. La Terre, centre de l'univers, le Soleil, centre du système solaire, les francs-maçons, les Illuminati, les extraterrestres, les reptiliens, enfin bon. Donc tout ça est mélangé et mis au milieu de critiques qui sont politiques, qui portent sur la politique française au Moyen-Orient, par exemple, et puis sur la politique de l'État d'Israël au Moyen-Orient et ailleurs, même la politique de l'État d'Israël en France. Bon. Tout ça, c'est... on tente de vous dire que c'est... écouter ce discours-là, ne pas se fier, ne pas avaler la propagande, c'est tomber dans le complotisme. C'est ça le but de la manœuvre. Hein. Il me semble que c'est évident. Faire taire tout ce qu'on appelait... on peut creuser avec Chomsky, tout ça, c'est... Comment on organise le discours médiatique et la fabrique du consentement. Bon. Je laisse ces pistes-là à creuser, parce que ça, c'était pour vous donner tout de suite mon point de vue. Quoi, hein. Quand vous avez, par exemple, pour prendre l'exemple du site, vous savez qu'il y a eu toute une entreprise législative pour mettre en place un arsenal, comme ils l'appellent d'ailleurs, hein, c'est des termes de guerre, hein, un arsenal législatif pour fermer des sites comme le site d'égalité et réconciliation. Et c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Hier encore, mais vendredi, le CRIF se vante de condamner Alain Soral et de mettre en place un dispositif de surveillance de son site internet. C'est-à-dire du site égalité-réconciliation, qui n'est pas le site d'Alain Soral, mais qui est le site qui diffuse, entre autres, des conférences d'Alain Soral. Je vous rappelle que la LICRA a fait interdire 5 ouvrages édités par Contre-Culture. Et c'est des ouvrages qui ne sont pas... je vais vous donner la liste, tenez, vous allez voir un petit peu ce qu'on entend par complotisme. Il était question d'éditer enfin ces fameux livres qu'on nous dit antisémites. Bon. Eh bien, c'est ceux-là qui ont été visés. La France juive d'Édouard Drummond. Alors, au milieu, ils ont mis Le salut par les Juifs de Léon Bloy, Le Juif international d'Henry Ford, La controverse de Sion de Douglas Reed, L'anthologie des propos contre les Juifs de Paul-Éric Blanc-Ruban. Voilà le sens de cette lutte contre le complotisme. Et puis on a en perspective, rappelez-vous, il y a quelques années, on a eu la dissolution de ce qu'ils appelaient des groupuscules.
Alors on a eu comme ça l'œuvre française et les jeunesses nationalistes qui ont été interdits. Bon, ça c'est quelque chose qui guette à la moindre occasion, c'est des choses qui guettent égalité, réconciliation par exemple. Bon. Voilà de quoi il s'agit. Alors, je voudrais maintenant développer, vous donner mon point de vue de juriste sur le grand complot. Le grand complot. D'abord, il faut considérer, il faut partir d'un point, c'est que bon, le complot, pour un juriste, c'est une notion de droit positif. Hein. Vous allez voir l'article 412-2 du Code pénal. Alors, je sais bien qu'on ne vise que le complotisme. On ne dit pas qu'il n'y a pas de complot. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État français, nous donne une définition de ce qu'est un complot. Bon, pour nous qui nous y intéressons, je suppose que si vous êtes là, c'est que c'est votre cas aussi, c'est toujours à prendre. Constitue un complot la résolution de commettre un attentat concrétisé par un ou plusieurs actes matériels. Alors, c'est toujours le problème avec les définitions juridiques, ça renvoie à une autre notion, celle d'attentat. C'est pas n'importe quel attentat. Et je mets tout de suite l'accent sur un élément important, résolution arrêtée entre plusieurs personnes. Alors après, les juristes vont discuter combien faut-il de personnes pour qu'il y en ait plusieurs. Certains pensent que 2, c'est pas suffisant. À 3, oui, certainement. Alors qu'est-ce qu'un attentat? C'est l'article précédent. L'attentat, c'est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence, c'est très large, de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Voilà, là on est dans le droit. Hein. Donc, complot, c'est très, très précis, très strict. Bon, il y a évidemment d'autres sens du terme. Par exemple, vous avez une définition du complot. Je ne sais même pas s'ils avaient vraiment défini le complot. C'est ce dont les nazis ont été accusés. Ça, là, je ne sais pas. Alors, est-ce que accuser les nazis de complot, c'est une théorie du complot? Est-ce qu'on a des preuves irréfutables? Est-ce qu'on a le droit d'appliquer le détecteur de complot? Mais dans le statut de Londres, article 6, petit c, vous avez... Non, c'est plutôt article 6, le dernier alinéa. Ça définit les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan, un plan concerté, ou d'un complot. Je pense que ça veut dire l'un ou l'autre, c'est la même chose. Je ne vais pas commencer à parler arabe. Parce que... Pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis, c'est-à-dire crime contre la paix, crime de guerre. Crime contre la paix, c'est pas très méchant, c'est juste de faire la guerre. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Ça, c'est vilain. Sont responsables de tous les actes accomplis, etc. Donc, et dans le jugement de Nuremberg, vous pouvez vous y reporter, vous avez toute la première section d'accusation porte sur l'accusation de complot, dans le détail. Un complot qui commence dès les années 20 entre les 5 ou 6 camarades d'Adolf Hitler. Et puis ça va comme ça jusqu'à la fin, quoi. Donc là, c'est du complot. Alors c'est juridique de parler du complot. Alors ça, c'est les lois, les textes. Bon. Ensuite, dans les sources du droit, je me suis souvenu qu'il y avait un auteur espagnol, qui m'a beaucoup... Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas plus intéressant, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de maîtres, en fait. Hein. Bon. Et parce qu'un maître, il suffit parfois de quelques secondes ou de quelques lignes lues. Alors, j'avais cet ouvrage en 90, et je dois énormément à cet ouvrage, et ensuite j'ai correspondu avec cet auteur, donc on peut dire c'est l'un de mes maîtres, ou c'est peut-être mon maître. Bon. Et j'ai repris c'est un petit ouvrage d'introduction au droit, et j'avais pas fait attention tellement. Ah, si, enfin, je l'avais vu, mais j'étais pas braqué là-dessus. Je voulais vous parler donc du nouvel ordre mondial et du droit international, et donc du système du droit de la guerre, pour savoir si on peut considérer qu'il y a du complot, etc. Bon. Et
j'ai vu qu'à l'endroit, lui, de son manuel où il parle du droit international, c'est-à-dire du droit de la guerre et des organisations comme l'ONU, c'est à cet endroit-là qu'il parle de quelque chose qui ressemble parmi les détecteurs, là, ça serait détecté comme du complotisme. Alors je vais vous lire ces petites phrases, parce que c'est mon argument. Moi, en tant que disciple d'Alvaro Dors, juriste, qui était un grand romaniste, je suis légitime à vous parler de ce dont je vais vous parler. Il parle de l'ONU, et il dit, par-dessous ces organisations mondiales, circule un but de domination mondiale au profit de certains groupes cachés. Alors il dit parfois c'est présenté comme l'idée d'un super-État. Il dit c'est une grave erreur. L'idée n'est pas du tout de faire un super-État. L'idée c'est de maintenir tous les États en place, mais comment dire, dégénéré, subverti, complètement... l'État reste un mot vide, perdu de son sens, vidé de son sens. Et il dit l'ambition de ces groupes occultes est de se réserver un pouvoir indirect ou autorité, on pourrait dire en latin auctoritas, sur les gouvernements nationaux et sur les organisations internationales, en même temps que le contrôle financier dans le monde entier. Voilà, ça, c'est la théorie d'Alvaro Dors. Et ce complot, donc pour lui, passe d'abord par le droit international. Bon, j'aurais pu aussi vous parler d'ailleurs du droit de la famille et du droit des obligations, du droit des sociétés, mais ça fait beaucoup. Je vais juste vous donner quelques petites notes par rapport au droit international. Et c'est là-dessus un peu qu'on peut m'attendre, parce que c'est quelque chose que j'essaie moi-même de comprendre avant même d'essayer de vous l'expliquer. Et j'ai déjà fait plusieurs conférences sur ces choses-là. Dans la plupart des cas, à la fin de la conférence, je ressors, je demande c'était clair? Et les mecs me disent non, on n'a rien compris. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne suivez pas. Moi-même, je suis un peu perdu dans tout ça. Je t'en ai parlé ouais. Alors, voilà un petit peu mon analyse de la situation par rapport au droit international actuel, hein, et même au droit public, disons. Bon. Je vais rester sur les catégories anciennes du droit, parce que ce que je découvre petit à petit, c'est qu'il ne faut pas attendre une tabula rasa, c'est-à-dire il ne faut pas attendre un changement de monde total. Non, ils gardent l'ancien monde, simplement, je vous le répète, il est subverti. Et c'est ça qu'il faut analyser comment. Et le meilleur moyen de lutter contre eux, c'est pas de rêver d'un autre monde, c'est de dénoncer le maquillage qu'ils opèrent. En tout cas, c'est ma ligne de plus en plus. Alors, on distingue toujours traditionnellement le plan interne à l'État, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières, et les relations internationales. Alors, je commence par le plan interne. Au plan interne, voilà le problème. Vous avez, et c'est là qu'on retrouve la propagande, d'où l'intérêt pour eux de dire qu'il y a des théories du complot et puis il y a la bonne parole des médias. Parce que je vais vous parler des conflits, dans ces conflits modernes comme l'Ukraine, la Syrie, comme en France, le média, la propagande, entre à plus de 80%. C'est-à-dire, c'est pas tellement un problème d'armes, d'hommes, non, c'est la population civile qui est visée en premier par l'information, à 80%, plus de 80%. Ça, j'en avais parlé avec des spécialistes de la communication à Damas, et ils étaient d'accord, et c'est 80%. Alors, voilà ce qui se passe dans ce jeu-là, interne. Vous avez d'abord les acteurs, vous avez 3 acteurs. Vous avez d'abord le gouvernement. Dans ce genre de situation, vous avez toujours les mêmes. Vous pouvez vous représenter ça. Je tire ça de Mao Tse-tung, qui était un grand spécialiste de la guerre psychologique. Hein. Il y a toujours 3 strates. Vous avez une minorité, c'est le gouvernement. Vous avez la grande majorité, c'est la population. Et vous avez une autre minorité, ce sont les partisans. On peut les appeler les résistants, les terroristes, enfin. Et puis, ça, c'était un schéma, parce qu'à l'intérieur des partisans, évidemment, que vous avez une pluralité, et puis au sein du gouvernement, vous avez des dissensions. J'ajoute également un point très important, c'est que la position du partisan, c'est de se mêler, c'est d'innerver l'ensemble de la population, de façon à ce que même le nouveau-né, là, le bébé, là, soit déjà un partisan. La femme, certainement, le vieillard également.
Donc le partisan, c'est une notion très très vague, très lâche. Le but du gouvernement, c'est d'essayer de montrer que les partisans se limitent à quelques têtes pensantes et qu'en réalité, l'ensemble de la population n'est pas atteinte. Enfin, il y a déjà une lutte. Gouvernement, population, partisans. Voilà les acteurs. Alors, ce que j'ai découvert, j'avais l'impression que c'était tellement évident, que c'était simple, et puis les 2 dernières fois où j'en ai parlé, on m'a dit non, mais personne n'a suivi. Alors je vais le présenter peut-être autrement aujourd'hui. Du point de vue du gouvernement, sa propagande, elle se résume à des choses très simples. Elle consiste à désigner les partisans comme des terroristes et à se présenter comme étant la démocratie qui lutte contre le terrorisme. Vous voyez, là c'est clair, je crois. Hein, c'est un discours clair. Ça, c'est le discours gouvernemental. Bien. Le discours du partisan, lui, il consiste à dire que nous sommes des résistants et nous résistons à une oppression, mais ça va loin. C'est-à-dire, nous résistons à des criminels contre l'humanité. C'est là que la notion est importante. C'est-à-dire que vous avez, et c'est ça le jeu de la propagande et de la contre-propagande, vous avez d'un côté le discours qui dénonce le terrorisme et qui promeut la lutte contre le terrorisme, côté gouvernement, et en dessous, vous avez la lutte clandestine qui, elle, se présente comme étant les combattants, les rebelles modérés, si vous voulez, les combattants de la liberté, qui luttent contre les criminels contre l'humanité. Et de chaque côté, on prétend protéger la population et faire ça pour la population. Alors que, en réalité, de chaque côté, on tape sur la population. Bon, voilà le schéma. Alors, pour vous essayer d'éclairer un peu la dynamique noire de ce genre de scène que la France a connue déjà, et qu'elle peut connaître encore à l'avenir, que la Syrie connaît depuis 5 ans, il faut tenir compte d'une chose. C'est que, objectivement, si un de nos extraterrestres, là, de nos complots, là, si un de nos extraterrestres débarquait et qu'il n'entendait, il ne comprenait pas le discours du gouvernement et le discours des terroristes, objectivement, de manière neutre, il n'y a rien qui ressemble plus à de la lutte contre le terrorisme qu'un crime contre l'humanité. Donc ce qui fait la différence entre la lutte contre le terrorisme et le crime contre l'humanité, c'est uniquement la différence entre le camp du bien et le camp du mal, c'est-à-dire c'est uniquement la propagande. Uniquement. Et du côté du terrorisme, mais ça c'est plus connu, objectivement, rien ne distingue. Et ça, c'est pas la peine de jouer les juristes qui vont donner des définitions. Ça n'existe pas, de la différence objective entre le terroriste et le résistant. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. Et rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un résistant. Alors, ça c'est un point de la démonstration que... Juste, ce sera la seule chose que j'approfondirai un peu. Après, je continuerai de passer les choses en revue, mais je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. C'est très simple. Ne prenons que le crime contre l'humanité. Quelle est la définition du crime contre l'humanité ? Dans la définition du crime contre l'humanité, on a par exemple la déportation des populations civiles. Bon, et puis on a les persécutions. La persécution, c'est très vaste. Arrêter quelqu'un dans la rue pour le fouiller à l'entrée d'une salle, c'est déjà de la persécution. Le transfert, mais restons sur le transfert forcé de population. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Vous allez devant la Cour pénale internationale si vous déportez les populations. Bon. Voyons maintenant comment on lutte contre le terrorisme. Et je me base sur les manuels qui sont enseignés aux États-Unis et qui sont issus de la doctrine des officiers français. Ils ont élaboré ces doctrines pendant la guerre d'Algérie. Comment lutter contre le terrorisme ? Eh bien, je vais vous dire tout de suite. Il faut créer des zones de concentration de la population. Voilà. Que nous dit Trinquier ? Il nous dit « Les habitants seront d'abord rassemblés en totalité et par quartier. » Soit vous les sortez, vous les mettez dans des camps, soit vous encadrez les lieux où ils habitent. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de lutter contre la population. Oui.
Le lapsus est révélateur. Parce que du point de vue du terroriste, le gouvernement va aussitôt être dénoncé comme étant criminel contre l'humanité. Ça, c'est le jeu. Alors même que cette population est certainement victime de chantage, de menaces, de tortures, on tue leurs enfants, on viole leurs femmes, etc., de la part des... C'est ça, une guerre civile. Il y a sans doute même dans la salle des gens qui ont vécu des situations comme ça. Il suffit d'avoir été en Algérie dans les années 90, et puis il y a des gens ou de venir de Syrie pour comprendre comment ça se passe. Voilà. Alors j'ajoute un dernier ingrédient, c'est que comme il y a propagande, il y a forcément mensonge. C'est-à-dire la propagande, je vois dans la petite vie de tous les jours à quel point les gens, quand ils veulent dire qu'ils ont raison, ils n'hésitent pas à rajouter un petit peu, à grossir la réalité, à dénaturer les faits. On le voit tout le temps, tous les jours. Enfin, ça, depuis qu'on joue dans les cours de récréation, on voit des complots. On raconte ça, on raconte des mensonges, on manipule les gens. Donc il y a ça qui est un ingrédient. Alors, on va vous inventer de faux crimes contre l'humanité pour accuser un gouvernement qui lutte réellement contre un vrai terrorisme, vraiment dangereux. Et d'un autre côté, on va vous inventer une fausse lutte contre le terrorisme. Alors qu'en réalité, il y a une vraie résistance, mais qui est au sens non violente. Il y a un vrai peuple qui souffre. Enfin, suivez mon regard. Je vais être plus explicite. Quand on nous fait l'affaire Charlie et tous ces machins-là, on vise des groupes comme par exemple Égalité et Réconciliation, qui est un groupe qui n'use pas de violence, qui est un groupe qui cherche à une chose, c'est à réfléchir. Mais au nom du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, alors même qu'à Égalité et Réconciliation, on a par exemple Alain Soral qui, avant moi, le premier, a dénoncé toutes ces manipulations dont ont déjà été victimes dans les Balkans, des pays comme la Serbie, la Croatie, etc. Dès qu'il y a un attentat, c'est-à-dire une explosion, j'allais dire une bombinette, au regard de ce que vivent les Irakiens et les Syriens, on fait, pour le coup, c'est autorisé, l'amalgame entre donc l'opposition nationale et ce qu'on nous... Oui, mais je mets les guillemets parce que j'ai parlé de terrorisme, je vais y venir. C'est déjà être terroriste. Voilà pour le plan interne. En ce qui concerne, si on prend un peu pas de hauteur, parce qu'on est toujours... la distinction entre interne et externe, dans le nouvel ordre mondial, c'est un écran de fumée. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de souveraineté. En tout cas, c'est le but. Hein. C'est un but qui est en marche. Alors, au plan externe, si vous suivez, mais même si vous ne suivez pas, c'est pas grave. Vous avez donc le gouvernement qui est pris avec sa guerre civile. Bon. Eh bien, vous avez deux autres genres de gouvernement. Je vais dire, vous avez les ennemis et vous avez les amis ou les neutres. Ça, c'est typique du droit international classique. Hein. L'ami, l'ennemi. L'ennemi. Alors, que fait l'ennemi ? Eh bien, lui, il a deux types de discours et d'attitudes. Je vais aller plus vite, parce que l'heure tourne. Contre le gouvernement, vous vous souvenez de mon schéma ? Gouvernement, population, terroriste. Contre le gouvernement et la population, d'une part, du point de vue juridique et moral, il parle évidemment de crimes contre l'humanité, il parle de crimes de guerre et il parle de Cour pénale internationale. On va aller devant la Cour pénale internationale à la sortie. Physiquement, du point de vue, matériellement, concrètement, c'est l'embargo, c'est le blocus qui permet de faire crever de faim en réalité la population civile, hein, uniquement. Si ça ne suffit pas, on commence par les frappes chirurgicales. Et au terme du processus, qui peut se dérouler très vite, vous avez le tapis de bombes, ou même vous avez la bombe atomique. Ça fait partie du dispositif. Et puis à la fin, vous avez l'intervention au sol humanitaire. Vous avez les humanitaires qui arrivent. Vous avez toujours comme ça. Vous avez d'abord les bombardiers, et puis derrière, vous avez les colombes qui amènent la paix et la démocratie. Ça, c'est contre le gouvernement. Et contre les terroristes,
pour les terroristes, pardon, parce que le côté ennemi, il tape sur le gouvernement, mais alors voilà ce qu'il fait pour les terroristes. D'abord, il les reconnaît comme étant un gouvernement rebelle. Et ça c'est important, vous savez, de le voir, parce que on ne fait pas attention, mais vous voyez, par exemple, en 2011, dès 2011, il y a eu pour la Libye, il y a eu ça, gouvernement, bah, vous vous souvenez, avec les navettes entre Paris et, c'était Benghazi, je crois, où il y avait ce gouvernement. Première chose, il faut faire un gouvernement. C'est important, parce qu'au regard du droit international classique, la reconnaissance, c'était une pièce importante. Ça permettait de sortir de la guerre civile. Là, c'est là qu'on détourne l'ancien droit international. Ça permet d'y rentrer, au contraire. Parce que ça permet de dire que le gouvernement qui est agressé ne peut plus faire la police. Il a face à lui non pas des bandits, mais une armée de libérateurs. Et puis physiquement, qu'est-ce qu'on fait? On livre des armes, du matériel, des armes non létales, je crois il y avait eu le concept. On fait de la formation, on fait faire des footings, on apprend à tirer, on encadre, on apprend le commandement. Parfois, les formateurs sont directement sur place, hein. C'est des instructeurs. Et puis, très important, alors là, on peut penser à la Turquie, à la Jordanie, à Israël, pour le cas de la Syrie. Vous avez, c'est très important, dans la plupart des luttes terroristes, vous avez ça, ce sont les bases arrières. C'est très important, on n'y pense pas. Mais dans un pays où il y a le terrorisme, même la guerre d'Algérie, c'était en Tunisie, par exemple, qu'il y avait les bases arrières. C'est là que les combattants, je ne sais pas comment les appeler, parce que le problème, c'est les mots dans ce genre de lutte. C'est là qu'ils sont soignés, entraînés. Et c'est de là que partent les commandements. Vous avez, au-delà des frontières, à l'extérieur, côté ennemi, vous avez des vrais centres opérationnels modernes, avec des écrans, tout est informatisé. Bref, voilà ce que fait côté ennemi. Alors côté ami, ou neutre. Alors là, je distinguerai, là c'est un peu ce que j'apporte moi. Je pense qu'il y a une mauvaise attitude et une bonne attitude, mais bon, on peut critiquer, hein. Parce que c'est là on est face à voilà le véritable enjeu, quoi. Le défi, voilà, le défi. C'est Carl Schmitt qui parlait du défi. Là, il faut travailler. Il faut réfléchir, il faut dire comment sortir de ce cercle infernal, de ce que j'ai appelé à Paris, la dernière fois que j'en ai parlé, j'étais à côté de Jean-Marie Le Pen. Tu restes? Alors, c'était... il y a une mauvaise attitude, évidemment, c'est de menacer de Cour pénale internationale ou de l'ONU. Enfin, je trouve ça ridicule. L'ONU, c'est l'agresseur. Vous n'allez pas faire peur à l'agresseur en lui disant attention, hein, on va envoyer des inspecteurs de l'ONU. Parce que ce sont les inspecteurs de l'ONU qui travaillent pour les terroristes. Et autre erreur qui a été relevée par certains, hein, il ne faut pas employer le mot terrorisme. Ni guerre. Alors là, c'est l'aveu d'une complicité objective et aujourd'hui impardonnable avec le terrorisme que de parler de guerre ou de terrorisme. Moi, j'ai en mémoire, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, le premier qui a parlé, tout de suite il est arrivé, c'est le président Hollande. La seule chose qu'il a dite, c'est du terrorisme. Mais ça, c'est son attitude qui est du terrorisme. C'est ça qui terrorise la population. Et le but, c'est de terroriser la population quand même. Moi, j'ai le souvenir d'une anecdote, c'était sur justement les dernières opérations qu'il y avait eu en Algérie, dans les années 90, quand il y avait un attentat là-bas, une voiture qui explosait. Les premiers qui arrivaient, à la limite, c'était même pas les infirmiers, c'était les entreprises de déblaiement de la carcasse et de nettoyage de la chaussée. C'est-à-dire qu'on efface tout et on n'en parle pas. Alors moi, je pense que la bonne attitude, il faut, par exemple, on parlait des embargos et des blocus, un gouvernement ami et neutre devrait déjà briser le blocus, briser l'embargo. C'est ça, rétablir les lois. Parce que le blocus embargo, c'est pour les populations civiles, c'est le commerce. Je croyais que le commerce devait être libre. Alors, mondialement, globalement, bon, il n'est pas globalement libre, hein. Il y a toujours des blocus aujourd'hui. Et puis, après, il y a quelques bases. Par exemple, la non-ingérence.
La non-ingérence, ça signifie que quand l'État, ami ou même ennemi, fait la police à l'intérieur de ses frontières, on ne doit pas s'en mêler. Dans un système comme était le droit international européen, quand des militaires violent des femmes ou même des enfants, il y a le crime de guerre. Il y a le crime de guerre, c'est-à-dire qu'il y a une discipline interne. Et quand des civils, même des femmes ou des enfants, enfin des enfants je ne sais pas, mais des femmes, se mêlent de la guerre, tuent un militaire dans le dos par exemple, bon, là il y a le droit pénal. C'est-à-dire qu'il y a la protection de la population civile, mais on demande également l'obéissance de la population civile. Et ça c'est le concept même pour l'État ennemi. C'est-à-dire que si le gouvernement ennemi par une guerre conventionnelle avance, il y avait le système de l'occupation. Mais l'occupation, on en a fait un concept diabolique. Mais l'occupation était là pour la protection des civils. C'était une institution absolument essentielle du droit international, l'institution de l'occupation. Ça se disait en latin d'ailleurs, l'occupatio bellica. Bon. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour la question du droit international. Bon, je vois qu'il est... Après, j'avais des observations, mais elles portaient plus... Je vais peut-être les garder pour tout à l'heure, si jamais... une série de 4 observations qui peuvent être dites rapidement, mais ça parle un petit peu plutôt ma vision du grand complot par rapport à ce que je viens de vous dire. Je préfère en rester sur ce que je viens de vous dire et insister à nouveau sur le fait que ce que j'ai voulu vous montrer, c'est... Parce qu'on me reproche parfois de faire de la philosophie, du discours, tout ça, ce sont des mots. Je suis désolé. L'importance primordiale de l'information, de la propagande, et je suis désolé, la propagande, ce sont des mots. Voilà. Et c'est pour ça que la liberté, la vraie liberté d'expression, qu'on est en train de nous enlever en France, parce qu'elle est, en fait, il y a eu un retour de la liberté grâce à Internet, et il y a évidemment, dans la perspective, les années sombres que l'on nous prépare, je ne dis pas qu'elles s'annoncent, en tout cas, on nous les prépare. Dans cette perspective-là, il est important de faire taire, par exemple, quelqu'un comme Alain Soral. Voilà, je vous remercie.